Chers internautes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui en compagnie de Frédéric Ancel. Bonjour. Bonjour. Alors merci de répondre à ces deux questions. Alors ma première question, puisque vous avez écrit un ouvrage récemment à propos du Proche-Orient, et le printemps arabe s'est plus ou moins transformé en chaos et en cauchemar pour beaucoup de populations. On parle aujourd'hui de choc des civilisations, alors qu'il y a 20 ans c'était une théorie. Aujourd'hui malheureusement c'est un peu une pratique, c'est concret. À quoi c'est dû d'après vous ? Alors deux choses. D'abord, le choc des civilisations, moi je ne suis pas du tout d'accord avec votre présupposé. Je pense que ça n'existe pas. Il y a un choc des valeurs qui transcende chacune des civilisations, si tant est d'ailleurs que vous puissiez me donner une vraie définition de la civilisation, que j'attends encore en politologue. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense que l'islam, notamment aujourd'hui, ou le monde musulman, est traversé de clivages qui sont parfois, s'incarnent dans de véritables guerres. Sunnites, chiites, Watan contre Oumma, donc nationalistes contre islamistes, etc. Ça, c'est vrai. Mais là aussi, il s'agit davantage d'un choc de perceptions identitaires, de représentation lacostienne, que de véritables civilisations. Pareil, évidemment, sur le continent africain. J'ajoute que le printemps arabe, il ne s'est pas totalement transformé en chaos. D'abord, en Tunisie, ça marche bien. En Égypte, l'arrivée des frères musulmans au pouvoir a été de très courte durée. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas été remplacés par une démocratie, c'est le moins qu'on puisse dire. Et dans les autres États, ça ne se passe pas très bien également. Là-dessus, je vous l'accorde. Après 1789, il y a 1793. 4 ans plus tard. C'est pas extraordinaire, hein. La terreur confisque en réalité les vouloirs ou les espoirs originels de la révolution de 1789. Et par la suite, nous avons affaire pendant des décennies à des confiscations successives de la Révolution, jusqu'à ce que la République démocratique, je parle de la France notamment, mais on pourrait évoquer d'autres États européens, s'instaure durablement et j'espère définitivement. Ça prend des décennies, voire des siècles. Alors pourquoi le monde arabe, en 4 ans seulement, devrait recevoir l'injonction d'opérer une véritable et définitive démocratie? Je crois que c'est un peu tôt. Je parlais de choc des civilisations. Pour moi, les civilisations sont pas, effectivement, elles sont très difficiles à définir. Elles sont pas ontologiquement, elles sont pas par nature opposées. Hein. Je parle de la civilisation occidentale avec ce qu'elle recouvre, le christianisme, le judaïsme et on peut dire aujourd'hui la laïcité. Et puis le monde musulman, avec toute sa diversité, hein, effectivement, parce qu'il de l'est à l'ouest, il est extrêmement divers. Mais on pourrait dire quelque part que cet antagonisme qui est aujourd'hui, on voit le nombre de guerres menées par l'Occident dans des pays à majorité musulmane. On peut quand même parler presque d'une guerre mondiale en fait de l'Occident contre, en tout cas dans le monde musulman, puisque cette guerre, les deux précédentes étaient menées en Europe. Et finalement, ce conflit-là, il a commencé, on pourrait presque dire en 1948, puisque depuis ce moment-là, il y a eu un conflit qui n'a jamais été résolu entre les Israéliens et les Palestiniens. Et c'est aussi un petit peu le péché originel de l'ONU, on pourrait dire. Puisqu'il a été compliqué, enfin c'est lui qui a créé ce drame pour les Palestiniens, peut-être une chance pour les Israéliens, mais un drame pour les Palestiniens. Est-ce qu'aujourd'hui une des solutions justement à ce choc des civilisations, ce serait pas, puisque c'est aussi un antagonisme, on dit Occident contre Islam, mais c'est aussi un antagonisme, d'après certains, d'après nos analyses, sionisme, antisionisme, on le voit par exemple sur la crise de la Syrie, avec les alliés plutôt d'un côté qui sont contre Bachar al-Assad, qui sont alliés plus ou moins à Israël, comme l'Arabie Saoudite et d'autres, et des pays et de l'autre côté la Russie, l'Iran, etc., qui soutiennent plus ou moins quand même la Syrie. Et donc là, ma question c'est, est-ce qu'il ne serait pas le temps de développer une sorte d'altersionisme, une solution à cet antagonisme qui peut être mortifère, sionisme, antisionisme, et qui serait un altersionisme qui resterait respectueux des Palestiniens et qui pourquoi pas ouvrirait la porte à un référendum ensemble, Israéliens et Palestiniens, sur le futur de l'entité. Est-ce que c'est un pays ou est-ce que c'est 2 pays? Aujourd'hui, la question se pose, vu comment la Palestine a été réduite comme peau de chagrin. Voilà. Donc, si c'était un seul pays, évidemment, plutôt démocratique qu'un pays de confession juive. Alors, votre discours est très passionnant. Je partage pratiquement aucun des postulats qui sont les vôtres. Je répète qu'il n'y a pas de choc de civilisation. L'Occident qui mène des guerres au sein du monde musulman, c'est systématiquement à l'appel des musulmans eux-mêmes. Pardon, mais au Mali, c'est le gouvernement malien qui a appelé à l'aide la France dans le cadre de l'ONU et l'intégralité du Conseil de sécurité des Nations Unies a voté pour. Je précise et j'ajoute que tous les États alentours du Mali qui étaient directement menacés ont appelé la France à l'aide. Et pour la première fois depuis 1962, une fois n'est pas coutume, d'ailleurs on peut très bien le comprendre, pour plein de raisons, l'Algérie, elle aussi, pour des raisons évidentes et notamment sécuritaires, a appelé la France à intervenir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour ce qui concerne par exemple la Syrie.
Le secrétaire général de la Ligue arabe, qui je le crois est un musulman lui-même, en août 2013 appelait les Occidentaux, je le cite de mémoire, vous pouvez retrouver ça facilement, à prendre leurs responsabilités face au dictateur Bachar el-Assad. Il faudrait savoir, soit on nous appelle à l'aide, soit on nous considère comme des impérialistes. Moi je constate que sur les 23 États arabes, et je mets l'État de Palestine dedans, parmi les 23 États arabes, 16, tout est vérifiable, 16 sont militairement alliés des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en pleine schizophrénie politique. Je constate également que la Ligue arabe, aujourd'hui, soutient les efforts des Occidentaux, pas seulement les Occidentaux, de différentes coalitions internationales, contre un certain nombre de groupes islamistes radicaux, parfois, ou de dictatures, comme éventuellement donc celle de Bachar el-Assad, ou de pirates, par exemple, comme en mer Rouge. Enfin, pour ce qui concerne le conflit israélo-arabe, l'ONU a créé en 1947, le 29 novembre exactement, un découpage entre un État juif de Palestine, un État arabe de Palestine. Qui a accepté les Juifs? Qui a refusé les États arabes? Le péché originel, il est là. Maintenant, aujourd'hui, ce qui est fait est fait. Si vous me demandez quelle est ma solution, c'est 2 États, dont un État palestinien totalement souverain, là-dessus il n'y a absolument aucun problème dans mon esprit, aux côtés d'un État juif souverain. Parce que les Juifs, que vous le souhaitiez ou pas, et notamment les sionistes parmi eux, se considèrent comme un peuple, et non pas une religion, en tout cas pas prioritairement une religion. Chapitre 1, article 1, alinéa 2 de la Charte des Nations Unies. Tout peuple a droit à l'autodétermination. Pourquoi pas les Juifs? Les Palestiniens sont bien un peuple, selon vous et selon moi. Les Luxembourgeois, les Inuits, peut-être même du Nord Québec. Et les Juifs ne le seraient pas. Tiens donc, les Juifs ont le droit d'avoir, pour ceux qui le souhaitent, de disposer d'un État. C'est l'État d'Israël. L'État de Palestine doit pouvoir vivre à côté de l'État d'Israël, dans des frontières sûres et reconnues au moins autant que celles d'Israël. Là-dessus, je n'ai aucun problème. Et je le répète, un État totalement souverain pour l'État de Palestine, du peuple palestinien. Mais, je finis là-dessus si vous le permettez, je ne crois absolument pas que ce conflit-là soit en quelque sorte la mère ou le père de tous les conflits, de toutes les batailles, de toutes les frustrations. L'instrumentalisation de la cause palestinienne, ah oui, alors ça, qu'est-ce que ça marche bien ça fait... Dès que dans le monde arabo-musulman, on mène une politique qui, sur le plan social ou économique, échoue, et qu'on fait face à une contestation interne, on pointe habilement le doigt sur la cause palestinienne. Et heureusement, le printemps arabe nous a démontré que les sociétés arabes n'étaient plus dupes de cela et que chacune demandait la dignité, je reprends ce terme aujourd'hui à la mode, avant que ou en même temps que de se préoccuper à juste titre de la cause palestinienne. Merci beaucoup. Je ne vais pas rebondir ni sur la Syrie et encore moins sur Israël parce qu'on n'a pas le temps et c'est des sujets qui sont extrêmement complexes. Juste sur le Mali quand même, s'il est vrai que le Mali au départ demandait l'intervention de la France, on a vu qu'aujourd'hui le soutien à la fois populaire et même du gouvernement à l'opération Serval et à la force MINUSCA, elle est quand même relativement faible. Il y a eu des manifestations à Gao contre l'accord conclu par les forces de l'ONU avec le MNLA. Dans le dos des populations locales et même du gouvernement, à tel point que le gouvernement a protesté. L'accord a été retiré, mais il y a eu des manifestations à Gao, et les casques bleus ont tiré, il y a eu 4 morts. Donc il y a quand même... ok, au départ, il y avait peut-être une demande d'intervention, et là-dessus, on pourrait en discuter encore. Si l'armée malienne ne pouvait pas faire face aux djihadistes, c'est aussi parce que la plupart des anciennes colonies françaises n'ont pas d'armée nationale digne de ce nom et donc que des gardes prétoriennes. Et c'est la France-Afrique qui a pas mal maintenu cela. Et deuxièmement, l'intervention en Libye a fait revenir tout un tas de bataillons de soldats maliens qui se battaient pour Kadhafi. Ils sont venus avec des armes lourdes. Et là aussi, la France n'a pas été très claire, puisque d'après certains responsables maliens, la France a encouragé donc, ces soldats à revenir au Mali et leur a promis l'indépendance de l'Azawad. Mais à la fin des fins, pourquoi les Touaregs ne pourraient pas disposer d'une large autonomie ou de prestations sociales plus importantes, voire même s'ils le réclament de l'indépendance? J'en sais rien, c'est une vraie question que je pose. Vous savez, vous me parlez de l'État central, oui, mais pourquoi pas? En l'occurrence, en droit international, vous savez très bien que seuls les États sont reconnus comme pouvant disposer du fameux monopole de la violence légitime et en appeler à d'autres États, dans le cadre de coalition, pour les défendre. Bon. Après, Gao, ce que vous dites est sans doute juste. Vous avez un résultat de scrutin démocratique? Vous avez des sondages? Vous avez des rapports d'ONG sur ce que souhaite ou pas la population de l'Est ou du Nord du Mali? Je serais extrêmement prudent sur ces questions-là. Très bien. Monsieur Ancel, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Merci.